Oui, bonjour à tous. Alors, nous reprenons la lecture du deuxième tome de Lumière commune, qui est fondamentalement construit en deux chapitres. Le premier concernant, il y a aussi des annexes, hein. Voilà, merci de le montrer à l'écran. Le premier chapitre concerne le reflet. Le deuxième concerne la classification des sciences. Alors la classification des sciences, je vois que c'est un problème j'ai vu que c'est un problème qui occupe Georges Gastaud depuis très longtemps, puisque même son mémoire de maîtrise portait sur la classification des sciences d'Auguste Comte et ce qu'on peut en dire, disons, d'un point de vue marxiste, hein, depuis évidemment la classification des sciences étant elle-même mouvante et dépendant de l'évolution des sciences, beaucoup de choses ont évolué depuis cette période, mais c'est un problème qui occupe Georges Gastaud depuis très longtemps, mais y compris parce que ça définit aussi l'intervention, le champ d'intervention de la philosophie dans les sciences, puisqu'on ne va pas déduire les sciences d'un modèle philosophique a priori, ce serait de l'idéalisme, mais en même temps, il s'agit de l'intervention du philosophe peut disons, se définir par le fait de faire dialoguer les sciences entre elles, l'ensemble du savoir, et de savoir quoi en conclure d'un point de vue, j'allais dire, presque axiologique. Euh, donc, il y a énormément de choses qui sont liées d'un point de vue strictement euh, anthropologique, dans notre vie de tous les jours, à cette classification des sciences. Puis il y a aussi c'était très utilisé en Union soviétique dans le domaine de la planification, mais ce domaine de la planification a un rapport aussi avec la maîtrise en fait de l'humanité sur son propre destin. Donc c'est un problème philosophique en soi qui a des conséquences majeures. Et donc effectivement, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une pure taxinomie, des choses mises bout à bout. Il y a des problèmes philosophiques qui se posent dans la manière même d'aborder cette classification des sciences. Et peut-être on va commencer par là, Georges, en fait, peut-être. Voilà. Oui, eh bien peut-être un mot sur Auguste Comte, hein, puisque tu as commencé par là. Effectivement, bon, mon mémoire portait sur la question de la classification des sciences dans l'articulation entre la sociologie d'Auguste Comte et donc ses prises de position politiques, puisque tout cela a finalement, malgré l'apparence très technique, très, comment dire, un peu abstruse de ce sujet, des conséquences politiques. Et ce qui était intéressant, me semble-t-il, chez Auguste Comte, c'est que, comme l'a signalé Boniface Kedrov, Kedrov, c'était un classificateur des sciences soviétiques, un épistémologue, chimiste de formation, eh bien, Auguste Comte, je le cite, Auguste Comte ne s'est pas beaucoup trompé. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que malgré sa philosophie agnosticiste, ce qui veut dire que pour lui, on ne peut pas connaître agignosko du grec, hein, je ne peux pas connaître le fond des choses, la causalité des phénomènes, mais seulement les lois, seulement décrire les choses. Bref, son positivisme, qui a donné lieu au néo-positivisme sous une forme beaucoup plus élaborée à notre époque, eh bien, malgré ce positivisme, Auguste Comte avait tendance à classer les sciences en fonction de leurs objets et aussi d'une façon historique, puisqu'il a constaté que finalement, les objets de ces sciences s'enclenchaient les uns sur les autres de manière historique à travers l'histoire des sciences. L'humanité a commencé par produire des mathématiques, puis a accédé à la physique, puis avec Lavoisier a accédé à la chimie, puis avec, par exemple, Claude Bernard a accédé à la biologie scientifique, et pour finir donc à la sociologie qu'Auguste Comte pensait avoir mise en place, quoi, puisque c'est lui qui est le créateur en fait de cette discipline, et en tout cas du mot qui la désigne. Donc, il y a un aspect, comment dirais-je, une taxinomie qui se met en place de façon historique, puisque ces différentes sciences se sont bel et bien produites dans un certain ordre historique, dans une diachronie, et que cela est logique en fonction de leurs objets, puisque il est logique pour pouvoir connaître la sociologie qui porte sur l'être humain, vient de connaître les êtres vivants, puisque, comme le dit Marx lui-même, comme le dira Marx lui-même, la première des choses à constater, c'est que la société est constituée d'êtres vivants, hein, et que, par conséquent, il leur faut entretenir leur vie. Et le matérialisme historique, chez Marx, par exemple, sera fortement axé sur cette idée, donc du besoin. Il n'y a pas de société sans la satisfaction permanente à tout instant des besoins. Et puis, de la même façon, pour ce qui est de la biologie, elle n'est pas pensable sans chimie. De la même façon que la chimie elle-même n'est pas pensable sans des bases physiques. Par exemple, en l'occurrence, ici, on sait très bien à notre époque
il faut des connaissances sur l'électromagnétisme, sur les valences, sur le rapport entre le plus et le moins en électricité, hein, les réactions chimiques ont quelque chose à voir avec ça. Et elles-mêmes, ces réactions, ces lois physiques, ont un rapport avec l'astronomie, par exemple. Il faut penser la physique de l'univers. Et cette physique de l'univers, eh bien, n'est rien sans une mécanique. Et cette mécanique elle-même, eh bien, ça rime en définitive à la science mère, qui sont les mathématiques. Je viens, en disant tout ça, de passer à l'envers le film de la création des différentes sciences. Et si elles sont ordonnées entre elles, ce n'est pas par la magie ou par l'alchimie d'une pensée purement subjective qui déciderait que telle science est plus importante que telle autre, mais tout simplement parce que, elles ont entre elles un ordre de classification qui est ontologique, qui dépend du degré d'universalité de leur objet. Par exemple, eh bien, quand on parle de l'univers, on parle d'un objet qui est beaucoup plus universel, comme son nom l'indique d'ailleurs, par sa nature, que lorsqu'on parle, par exemple, des êtres vivants. Il pourrait y avoir un univers sans êtres vivants, peut-être, mais il ne pourrait pas y avoir d'êtres vivants sans univers. Bon, on voit bien ici qu'il y a donc des asymétries, et des asymétries régulières, qui sont elles-mêmes telles qu'elles puissent s'emboîter les unes sur les autres. Alors Marx va repartir sur, ne va pas avoir une grande estime pour Auguste Comte. Hein. Chaque fois qu'Engels et Marx parle d'Auguste Comte, peut-être un peu injustement, eh bien, il le brocarde. Mais ça, c'est dans leur correspondance privée, essentiellement. Ce que fait pas Bon. Kedrov, hein, ce Ce que ne fait philosophe. pas Kedrov, oui, ce que ne fait pas Kedrov. Effectivement, on n'est pas Il obligé, échappe un peu à pour cette être vision marxiste, manichéenne. de suivre à la lettre toutes les moqueries, tous les coups de cœur ou les coups de, comment dirais-je, de déprise, hein, de Marx et d'Engels. Et effectivement, il va surtout, Kedrov, remarquer que cette préoccupation de la classification des sciences est aussi centrale que la dialectique de la nature dans le livre intitulé Dialectique de la nature, dans le recueil de textes qu'on a intitulé Dialectique de la nature. Les deux choses sont intimement liées. Classer les sciences et les classer de façon historique, dynamique, ontologique, méthodologique aussi, puisque quand on est matérialiste, la méthodologie elle-même dépend de l'ontologie. Hein. Dites-moi quel objet vous étudiez, je vous dirai quelle méthodologie il faut employer, et non pas l'inverse. Et donc, à partir de là, Engels va retrouver des éléments de classification qu'on trouve chez Auguste Comte. Encore un point sur Auguste Comte qui me paraît très intéressant, c'est ce que j'avais surtout relevé dans mon mémoire de maîtrise, c'est que sans cesse Auguste Comte utilise le couple conscience-spontanéité, le couple conceptuel, hein, conscience-spontanéité, quand il parle des sciences dans lesquelles il voit effectivement une sorte de positivisme spontané, que lui va évidemment amener à la conscience. Eh bien, Engels va au fond montrer que c'est la même chose, sauf que c'est pour le matérialisme et non plus pour le positivisme. Les sciences accouchent d'un matérialisme, et même selon lui, elles accouchent d'un matérialisme dialectique, mais elles ne le savent pas. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont tenues en lisière de la philosophie par l'idéologie dominante, et donc, de par leur spécialisation quelque peu étroite, elles sont tentées de ne pas faire de philosophie, un peu comme les braves gens quand ils disent « je ne fais pas de politique » et qui ne savent pas qu'ils en font. Eh bien, les sciences, c'est pareil, elles font du matérialisme dialectique sans le savoir. Mais évidemment, on nous fait remarquer Engels, si elles le savaient, ce serait beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, elles pourraient, en quelque sorte, s'abouter les unes aux autres, s'aboucher, si l'on peut dire, les unes aux autres, d'une manière consciente, en précisant quelles sont les zones grises, les zones tampons entre les différentes sciences, et de cette façon, elles pourraient traiter ces zones stratégiques d'une façon beaucoup plus focale, si l'on peut dire, de manière à faire avancer plus largement, plus rapidement, le front général du savoir, et donc le front général des Lumières. Au fond, la question de la stratégie des sciences, de la classification des sciences, c'est une question de stratégie du savoir. Et ce n'est pas pour rien que tu as parlé de planification dans ton intervention initiale. Chez les soviétiques, si cette question de la classification des sciences était très importante, c'est aussi parce qu'ils avaient une économie planifiée, que donc, comme dans une économie planifiée, eh bien, l'un des facteurs majeurs, c'est le développement du front scientifique, qui permet ensuite d'avoir toute une série de répercussions sur le plan, par exemple, des techniques. Eh bien, il est utile, évidemment, de savoir à peu près quel est le front général du savoir, quels sont les problèmes stratégiques, et notamment quels sont les problèmes, j'ai fini là-dessus, stratégiques en matière de sciences fondamentales,
puisque paradoxalement, disons, qui veut réellement avancer plus vite sur le terrain, disons, des techniques et donc de la productivité du travail, et donc de la possibilité de libérer l'être humain de toutes sortes de contraintes, eh bien, doit passer par les sciences fondamentales, alors que la logique capitaliste serait plutôt, puisqu'elle est court-termiste, de dire, eh bien, moins de sciences fondamentales il y a, plus on se centre sur les sciences appliquées, comme on dit, et plus on ira vite sur le terrain de la chasse au profit. De la chasse au profit, certes, mais pas de l'avancée réelle des forces productives. Voilà, bon, peut-être que c'est un peu touffu ce que je viens de Non, non, dire. au contraire. Là, effectivement, tu parlais dans la classification des sciences, il y a aussi quelque chose qui aide à la classification des sciences, si je t'ai bien compris, c'est le fait que la découverte petit à petit de sciences de plus en plus complexes, de plus en plus ramifiées. Mais effectivement, il n'y a pas forcément de correspondance euh, absolue entre la découverte des sciences et la façon dont elles s'imbriquent. Il faut recomposer à chaque fois, parce que par exemple, on pourrait dire qu'au début du XXe siècle, on a découvert les quantas, donc l'infiniment petit. J'allais dire, il a fallu commencer par là pour peut-être expliquer Oui, comment oui, oui. l'univers. C'est vrai qu'à l'époque d'Auguste Comte, lui, il termine sur, c'est pour ça que tu as parlé de sociologie, il termine sur une sociologie dont il se veut le fondateur. Et c'est peut-être d'ailleurs sa conception justement un petit peu arrêtée de la sociologie, au sens où elle manque d'histoire, elle manque peut-être de dialectique. C'est peut-être par là que Marx et Engels s'attaquent le plus Auguste Comte. Oui, 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 oui. Oui, eh bien, bon. Alors, la problématique d'Auguste Comte est foncièrement contradictoire, parce que sa classification est ontologique, mais sa philosophie ne l'est pas. Et sa philosophie nous dit qu'on ne peut pas avoir accès à l'ontologie, en réalité. Mm. Et surtout, du même coup, chez Auguste Comte, il n'y a pas la possibilité d'expliquer le passage réel d'une science à une autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que les sciences ne font dans leur classification que refléter de façon analogique, si l'on peut dire, l'enclenchement, l'aboutement, je ne sais comment dire, l'abouchement des objets des sciences les uns aux autres, eh bien, il faudrait savoir comment se fait cet aboutement, cette articulation. Or, pour cela, il faut disposer de la notion dialectique qu'on doit principalement à Hegel, mais qu'a aussi élaboré ensuite Engels, de saut qualitatif. C'est-à-dire ce qui permet de comprendre comment, quand on passe d'un domaine objectif du réel à un autre domaine objectif, par exemple quand on passe de l'organisation purement chimique de l'existence de l'être à un mode organique, comme celui du vivant, eh bien on a affaire à quelque chose qui est une révolution. Et donc pour cela, il faut disposer en particulier de la dialectique du quantitatif et du qualitatif. Ça, c'est chez Hegel, c'est dans la première section de l'être, et c'est-à-dire du premier tome de la grande logique de Hegel. Eh bien, on a à ce moment-là chez Engels, et on n'a pas chez Auguste Comte, cette espèce d'opérateur logique qui est le saut qualitatif. Si bien que chez Auguste Comte, paradoxalement, eh bien, on se prive des moyens qui permettent de passer en souplesse, si l'on peut dire, d'une science à une autre. Et on n'a pas cette fluidité. Si bien que pour Comte, eh bien, alors qu'il propose effectivement une articulation relativement dynamique des sciences, il se bouche les yeux, si l'on peut dire, sur les articulations concrètes, logiques et ontologiques du réel. Par exemple, pour lui, on ne saura jamais d'où est venu le vivant. On ne saura jamais comment on passe du vivant au sociologique. Ou, bon, par exemple, eh bien, il n'y a pas d'astrophysique ou il n'y a pas d'astrochimie, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, il n'y a pas non plus de psychologie qui puisse s'abouter, en quelque sorte, à la physiologie du cerveau. Donc, il n'y a pas de... Et donc, toutes ces sciences qui sont apparues à l'interface entre deux grandes sciences, par exemple la chimie physique, hein, ou par exemple l'astrochimie, ou par exemple la psychophysiologie, ou je ne sais trop quoi encore, tout cela, au fond, est chimérique, d'après le terme qu'il emploie le plus souvent. On ne pourra jamais préciser quelles sont les liaisons entre tous ces domaines. Bon, c'est là qu'il y a une contradiction. Et c'est là qu'effectivement, la classification d'Auguste Comte ne peut pas pleinement fonctionner. Et alors, est-ce que c'est Engels ou c'est Kedorov qui parle de sciences passerelles, en fait, un peu pour faire cette articulation, enfin, de pas ce que tu décris, on voit bien ce serait intéressant de discuter là-dessus. C'est ce que tu évoques, c'est un peu ce qu'on appelle les sciences passerelles, c'est-à-dire ce qui permet de... Oui, voilà. Bon,
Alors, l'idée a né chez Engels, incontestablement. Le terme, je ne pense pas. Bon, c'est plutôt Kedrov, effectivement, qui utilise cette idée, mais elle est banale, au fond. Elle est banale, même à l'Ouest, même chez nous, tout le monde parle depuis longtemps d'interdisciplinarité, si l'on peut dire. Simplement, bon, chez nous, c'est un terme qui souvent renvoie à un pragmatisme un peu obtus, c'est-à-dire, bon, allez, voilà, on doit étudier tel sujet, donc on met quelques économistes, quelques historiens, quelques politistes, une pincée d'éthologistes pour aussi faire apparaître que l'homme est un peu un animal sur les bords, voilà, et puis on touille un peu tout ça. Oui, mais on n'a pas de stratégie. Et ce qui compte là-dedans, c'est effectivement de savoir, par exemple, ce n'est pas pour rien, comment on passe donc, très précisément d'un domaine à l'autre. Et il me semble que les travaux de classification des sciences d'Engels ont une supériorité sur celle d'Auguste Comte, pour une deuxième raison, c'est que précisément comme lui, il est vraiment matérialiste, qu'il pense que donc l'unité du monde est l'unité matérielle du monde, que le monde est uni par le fait que c'est une matière en mouvement, que c'est de la matière en mouvement. Eh bien, du même coup, au lieu de détourner son regard des zones tampons, des zones grises, des interfaces, il va au contraire faire un travail de chercheur là-dessus. Engels est un chercheur. Il faut bien comprendre ça. Beaucoup de gens qui lisent la dialectique de la nature ne saisissent pas cet aspect des choses. Il n'est pas simplement un taxinomiste, il est un chercheur. Par exemple, il y a un chapitre très important de la dialectique de la nature qui s'appelle Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, où Engels montre de façon très très complexe, bon alors évidemment avec beaucoup moins d'éléments qu'on a noté aujourd'hui, bien sûr, mais comment le biologique, en fait par l'évolution des primates, va donner naissance à un être qui est capable eh bien, de produire des outils, par exemple, comment cette production d'outils va être elle-même capable à son tour de jouer un rôle dans la sélection naturelle, en quelque sorte des primates capables de manier des outils, comment ce sont les primates capables de les manier qui vont justement petit à petit se déployer parce qu'ils auront des performances supérieures aux autres, et ainsi de suite. Et par conséquent, comment le biologique et le social embryonnaire, puis le social de moins en moins embryonnaire et prenant le pouvoir en quelque sorte, va sur le biologique, va déterminer l'apparition de l'être humain. C'était déjà une vision des choses très claire qui émergeait dans l'idéologie allemande, le premier texte réellement marxiste à mes yeux, de Marx et d'Engels, où il était dit « les hommes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence », ça c'est le matérialisme historique, pas en avant, qui est la conséquence de leur complexion corporelle elle-même. Là, on a la dialectique de la nature, la dialectique du vivant, la dialectique de l'évolution. Et donc, bon, voilà un secteur sur lequel Engels va être pionnier, pionnier scientifique. On ne fait pas de la classification des sciences pour faire de la classification des sciences ou en soi. On le fait en accompagnement d'une recherche sur la dialectique de la nature réelle. De la même manière, encore un point qui est très important, Engels va beaucoup inspirer les expériences et les recherches des soviétiques sur l'origine du vivant, sur l'origine et l'évolution du vivant, notamment à travers les recherches d'Oparine, Alexandre Oparine. Et pourquoi? Parce que déjà, chez Engels, il y a une recherche sur la manière dont on peut parler et dont on peut passer de l'existence physique du réel, l'existence physico-chimique du réel, au mode d'existence organique. Donc chez Engels, il y a déjà une réflexion sur le fait que le vivant vient bel et bien du physico-chimique, mais que tout en venant, ce n'est pas la même chose. C'est un autre ordre qui apparaît, l'ordre du vivant, et donc il n'y a pas de réductionnisme ici, il n'y a pas de mécanicisme. Il y a bel et bien l'espace qui s'ouvre pour comprendre de façon matérialiste le vivant, sans pour autant le réduire à quelque chose d'inférieur. Et donc, là aussi, il y a une forte rupture, je le disais déjà l'autre fois dans une vidéo, avec la conception du matérialisme que se fait Auguste Comte, qui lui voit les choses d'une façon beaucoup plus réductionniste, en disant que le matérialisme, c'est la réduction de l'inférieur, pardon, la réduction du supérieur à l'inférieur. Pas du tout. On part, bien et bien, de l'inférieur, si on peut parler d'inférieur, pour aller vers le supérieur, mais sans le réduire, en montrant qu'il s'agit justement d'une révolution qui provient bien de l'inférieur, mais qui produit autre chose que de l'inférieur, qui produit du supérieur. Pour parler dans des termes qui sont ceux d'Auguste Comte, ce n'est pas forcément ceux que Engels emploierait lui-même. Il n'y a pas d'infériorité et de supériorité au sens axiologique. Dans le réel, ce n'est pas de ça dont il est question, c'est du degré de complexité. Voilà. Donc,
Chez Engels, il y a ces deux recherches en particulier, et il y en a même une troisième qui pointe le nez, mais qui n'a pas pu développer, que moi je développe un tout petit peu plus avec les moyens actuels, c'est la fusion possible entre le domaine physique et le domaine cosmique, le domaine cosmologique, puisqu'Engels en arrive même à l'idée que quelque part dans la nébuleuse primitive, puisque lui il parlait en ces termes-là, il n'avait pas conscience qu'il pouvait y avoir un Big Bang, on commençait juste à son époque à envisager l'existence des univers-îles, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des galaxies. Mais il disait, bon, peut-être qu'effectivement, il doit être possible de s'intéresser à cette nébuleuse première, dans laquelle, effectivement, la matière apparaît non pas comme une abstraction, mais comme une réalité concrète qui serait l'objet d'une science propre, et donc ici d'une sorte de fusionnement de ce qu'aujourd'hui on voit se dessiner par tous les bouts du spectre épistémologique, c'est-à-dire une sorte de fusion tendancielle entre la physique de l'infime, la physique des particules, comme on dit vulgairement, mais le mot n'est pas juste, et la cosmogonie, la cosmologie. D'ailleurs, à vrai dire, cela se dessine dès le début de la cosmologie du XXe siècle, puisqu'elle démarre très fortement avec le livre enfin l'essai plus exactement de Georges Lemaître, hein, du cosmologiste belge Georges Lemaître, qui porte sur la décomposition de l'atome primitif dans laquelle il voit l'origine du Big Bang, en fait, ce qu'on a appelé par la suite le Big Bang. Donc, en fait, toutes sortes de portes sont ouvertes ici, et comme on le voit, cette classification des sciences n'est pas elle-même quelque chose qui est suspendu en l'air, un peu comme une classification métaphysique, comme on classait les espèces végétales, par exemple, à l'époque de Linné, hein, de Linné, L-I-N-N-E, hein, il ne s'agit pas de la qui est de Linné, je le dis quand même ici. Elle 2 années. Voilà, exactement. C'est pas quelque chose qui surplombe les sciences, c'est bel et bien quelque chose qui est dans leur dynamique, et donc du même coup qu'on peut aussi tester, puisque sur le long terme, on peut voir si Engels a eu ou non raison de penser qu'il y avait une articulation possible, contrairement à Comte, et génétique, hein, génétique de la part du chimique jusqu'au biologique, par exemple, ou du biologique jusqu'au culturel. On peut le voir. Et oui, on voit que le développement de la science, dans ses grandes lignes, confirme cette conception qui est une conception qui valide la dialectique de la nature. Voilà, donc la dialectique de la nature, quand des camarades me disent quelquefois, mais la dialectique de la nature, c'est un plaquage sur le réel ou sur les sciences. Mais non, pas du tout. C'est quand on n'a pas sur les sciences une vision d'ensemble qu'on dit ça. Si on essaie de prendre sur les sciences une vision d'ensemble, et si surtout on essaie de voir le tableau d'ensemble du monde réel que tente de décider la science, sinon elle ne sert pas à grand-chose hein, d'un point de vue épistémique, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas dire des choses pareilles, on ne peut pas dire que la dialectique de la nature est quelque chose de gratuit, une sorte d'ornement qui vient se superposer aux sciences. Ça ne se superpose pas aux sciences, ça s'inscrit dans leur dynamique. Sauf que ce dynamisme spontané vers le matérialisme dialectique des sciences est porté à la conscience par 1, la classification des sciences, 2, la dialectique de la nature, 3, leur interaction, leur interactivité, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que cette idée de classification des sciences, il y a une manière aujourd'hui de l'aborder qui est très empirique, hein. On retrouve un peu nos vieux adversaires, hein, enfin, qui est un peu tâtonnante. Et il y avait aussi, avant Auguste Comte, une conception un peu, on pourrait dire qu'ancienne, qui classait en fait les facultés de connaître. C'est un peu ça dont est emprunt l'encyclopédie, au sens de l'époque de Diderot et d'Alembert. Il y a une volonté de classer, qui est aussi d'ailleurs tout à l'honneur de cette bourgeoisie révolutionnaire, hein, parce qu'on voit bien aussi la visée révolutionnaire qu'il y avait là-dedans, en tout cas, d'aller vers une totalité, mais effectivement, on partait d'un point de vue finalement très kantien. D'abord, en essayant d'étudier les limites même de la raison et sa capacité à connaître, et non pas en partant réellement de l'ontologique, en fait. Oui, oui, bien sûr. Ben, l'encyclopédie de Diderot d'Alembert hésite sans cesse entre le matérialisme et le scepticisme. Alors, un scepticisme qui est révolutionnaire pour l'époque, puisque ça dépend. Enfin, le scepticisme n'est pas Oui. révolutionnaire ou Par rapport au en dogmatisme soi. Voilà, ouais. c'est ça, par rapport au dogmatisme religieux en Mm. particulier. Mais effectivement, donc, le point de vue de Diderot d'Alembert restait empreint d'idéalisme de deux façons dans la classification des sciences.
d'une part parce qu'il partait plutôt des facultés de l'esprit que de, comment dire, la stratification du réel, alors qu'au contraire, dans une classification matérialiste, on part du réel et de son propre développement. Et donc, on a une classification qui est objectale, je ne dis pas objective, objectale, elle part des objets, et évolutionniste, elle part de l'évolution du cosmos et du, entre guillemets, grand récit scientifiquement fondé que l'on peut bâtir sur l'analyse de ce développement. Et la deuxième chose qui faisait que la classification de Diderot était encore empreinte d'un certain idéalisme, c'est aussi le fait qu'évidemment, voilà, comment dire, sur le fond même des choses, les encyclopédistes restaient quand même assez sceptiques sur toute une série de questions. Il n'y a pas que Diderot et d'Alembert, il y a d'autres intervenants, évidemment, dans l'encyclopédie. On voit souvent qu'ils répondent qu'on ne peut pas répondre à pas mal de questions. Bon, on ne peut pas répondre pour l'instant, dit le matérialisme, mais on pourra répondre un jour si l'on a précisé les conditions dans lesquelles ces questions deviendront solubles. Si on sait aujourd'hui qu'avec tel et tel degré d'affinement de nos appareils d'observation, on pourra aller plus loin qu'aujourd'hui, on pourra répondre à des questions qui aujourd'hui sont sans réponse. Voilà. Donc, avec des accélérateurs de particules qui atteignent des énergies plus élevées, on arrivera à aller plus loin dans l'infime, à connaître des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas saisir, comme par exemple donc, grâce à l'accélérateur de particules moderne qu'on a mis en place, on a pu mettre en évidence l'existence du boson de Higgs. Donc voilà, il y a une sorte de cohérence qui me rend, moi, profondément optimiste. Parce que, bon, d'une certaine façon, par exemple, je le dis comme ça pour les militants aussi qui nous écoutent, hein, mais on pourrait se dire que, bon, voilà, la contre-révolution a gagné, alors on patauge dans la réaction à l'heure actuelle. Et comment dire le contraire, hein? Bon, on voit bien les dangers de fascisation dans notre pays, on voit bien les dangers de guerre à l'échelle mondiale, on voit bien combien le capitalisme est incapable de traiter le coronavirus d'une façon tant soit peu rationnelle, par exemple, et ainsi de suite. Donc on voit bien ce que j'appelle l'exterminisme inhérent à ce système de mille et une façons. Mais en quelque sorte, alors je ne vais pas dire qu'on n'arrête pas le progrès, mais le capitalisme lui-même ne peut pas totalement arrêter le développement scientifique. Il en a besoin pour une part, ce sont ses contradictions. Et donc, du même coup, eh bien, la science, les sciences, alors la science, les sciences, les deux s'articulant, on peut dire l'un ou l'autre, et il faut faire attention à la façon dont on précise ce point, mais ne cesse de nous apporter du nouveau et du bon pour les Lumières. Bon, c'est quand même enthousiasmant quand on lit les revues scientifiques. Bon, elles ont bien des limites positivistes, empiristes, avec toutes sortes de cliquets, de tabous, de verrous anti-marxistes et ainsi de suite. Mais n'empêche, le fond perce quelque part. Et pourquoi le fond perce? Parce que les sciences étudient le réel. Et le réel, eh ben, il est matériel et il fonctionne de manière globalement plutôt dialectique que métaphysique ou purement mécanique au sens ancien du mot. Donc, globalement, au bout d'un moment, eh bien, le fond réel perce quelque part. Hein. Voilà, donc, il y a de la confiance à avoir ici. Si, pardon, juste ce point, je précise. Si on voit les choses d'un point de vue très politique, et que l'on s'aperçoit qu'effectivement, dialectique de la nature, matérialisme historique et classification dynamique des sciences peuvent servir en tant que bloc culturel pour consolider l'alliance entre les scientifiques et le prolétariat. C'est ça, au fond, que propose le matérialisme dialectique moderne. Cette alliance-là, elle est indispensable pour reconstruire l'hégémonie culturelle progressiste dont nous avons le plus grand besoin. Et ceux qui veulent absolument, y compris dans le champ du marxisme, refuser ces trois éléments, d'une manière ou d'une autre, accepter le matérialisme dialectique s'ils sont dans le champ de l'anthropologie, mais pas le matérialisme historique, parce que ça les gênerait trop avec leurs collègues. Ou, enfin bref, je n'entre pas dans cette polémique. Mais en fait, la plupart des gens, c'est un paradoxe que tu fais remarquer, c'est que la plupart des gens démissionnent dans le marxisme concernant leur propre catégorie de pensée. Ils acceptent dans tous les autres domaines, mais justement, ils n'ont pas à le défendre là où ils sont. Voilà, sur le dur. Sur le dur, voilà, c'est ça. Sur le dur, parce que là, ça met en péril l'image de soi et puis la carrière aussi.
N'oublions pas la carrière, hein, C'est c'est ça. quand même Donc, un élément. Et quand je dis ça, c'est même pas méprisant, c'est simplement parce que je suis matérialiste historique, précisément, et que je sais bien que les idées ne se promènent pas toutes seules en l'air, là, comme ça, et que derrière les idées, il y a l'organisation matérielle de la science, et que le fait de disposer des carrières universitaires, scientifiques et ainsi de suite pour la bourgeoisie n'est pas un petit levier pour orienter les débats philosophiques au sein même de la science. c'est pas une mince affaire. Et c'est vrai que ce dialogue entre philosophes et scientifiques par la classification dynamique des sciences, qui ne peut se faire que par un dialogue et l'étude, effectivement, profite à tout le monde, enfin, à l'ensemble de l'humanité, donc au progrès social. Mais oui, bien sûr. C'est un Et enjeu, effectivement, voilà, c'est ça. Dans les conceptions positivistes issues d'Auguste Comte, la science, au fond, a avant tout une visée pragmatique. Hein. Il s'agit de comprendre les consécutions phénoménales, donc les lois de la nature, pour le dire vite, et à partir de là, eh bien, d'agir de façon techniquement instruite. Voilà. Bon, donc, du même coup, la science a avant tout une visée technologique. Très bien, on n'a rien contre. Bien sûr que je partage moi aussi la phrase de dialectique, hautement dialectique et matérialiste de Bacon, hein, qui dit qu'on ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. Bon, très bien. Mais pas que ça, pas que ça. La science, elle a aussi un impact culturel, elle a aussi un impact idéologique. Et l'enjeu pour les matérialistes comme nous, effectivement, qui sommes des révolutionnaires, c'est effectivement de faire en sorte que cet énorme potentiel révolutionnaire de la science, sur le plan culturel, sur le plan des idées, puisse être véritablement, puisse s'émanciper du positivisme qui dit tout le temps aux scientifiques, remets le nez dans le guidon, remets le nez dans le guidon, ne regarde pas l'horizon. Eh bien non, nous disons, regarde l'horizon, et à ce moment-là, d'ailleurs, tu pédaleras mieux et tu avanceras mieux, y compris sur ton problème très particulier, parce que tu sauras le situer, tu sauras te situer, tu sauras voir tu sauras voir sur quel point du front tu es, un peu comme un soldat, et beaucoup plus efficace s'il sait, s'il a une certaine vision du front. Hein. Sinon, bon, il se bat en regardant devant lui, et puis peut-être, pendant ce temps, on l'attaque dans son dos, et il se fait encercler, écraser. puis ça veut dire qu'il n'est toujours qu'un soldat obéissant et qu'il ne peut pas être un général, d'une certaine Et ça manière. veut dire voilà, qu'effectivement, alors qu'au Pas contraire, d'autonomie. une armée qui gagne est une armée dont les soldats ont intégré la politique, en quelque sorte, la politique militaire, si l'on peut dire. Et ça, c'est C'est vrai. comme ça que les armées de la Révolution française ou que l'armée vietnamienne, commandée par Giap, sont devenues invincibles. Oui, encore une belle démonstration de la nécessité de la philosophie. Et c'est vrai que la classification des sciences est presque intrinsèque à la démarche philosophique. Et c'est pas qu'une anecdote, parce que je te voyais aussi revenir carrément jusqu'à Platon, au paradigme de la ligne, où là, il y a déjà une forme de classification des sciences, avec les moyens de l'époque, effectivement, et avec la Oui. vision qui est celle de Platon. Et peut-être on pourrait parler de ça, et aussi de classification chez les scientifiques eux-mêmes, notamment par exemple la classification des éléments de Mendeleïev, qui a beaucoup inspiré son compatriote qui était Kedrov aussi. Donc là, on est parti de l'alpha à l'oméga, j'allais presque De dire. Platon à Kedrov, mais pourquoi pas, effectivement. Faire des survols pareils est d'un grand intérêt en réalité, parce que c'est précisément lorsqu'on aperçoit le mouvement d'ensemble de la science ou le mouvement d'ensemble dans la réalité que décrit la science, ce sont des analogones, comme dirait Sartre, enfin ce sont des deux éléments analogues, que l'on arrive à percevoir leur sens. Comment est-ce qu'on voit le sens d'une chose? On voit tout simplement le sens d'une chose lorsqu'on est capable, au moins, disons, en pointillé, au moins asymptotiquement, de voir quelle est sa limite, comme en maths. Hein. Bon, si vous voulez, quand on fait les dérivés, c'est un peu à ça que ça sert. Et donc, on voit la dérive d'une chose, si l'on peut dire. À partir de là, donc, le sens qui est la sienne. Et donc, chez Platon, déjà, il y a un début, en effet, de classification des sciences, et à des fins ouvertement pédagogiques et politiques. C'est notamment le livre 7 et Six. le livre 6 et le livre 7. Le livre 6, c'est la ligne, c'est la toute fin du livre 6, et le livre 7, c'est la fameuse allégorie de la caverne, suivie par tout un programme pédagogique pour la formation des philosophes qui vont diriger la cité platonicienne. Bon, donc on a ça déjà chez Platon. Mais évidemment, cette vision des choses est dominée, par l'idéalisme platonicien, c'est-à-dire que on a la division entre le sensible et l'intelligible. Bon, voilà, et puis du même coup, derrière cela,
une vision très aristocratique de la société, puisque le commun des mortels n'accède pas à l'intelligible. Et donc, à partir de là, c'est évidemment l'élite intellectuelle qui devra diriger la société. Bon, c'est très cohérent tout ça. Et on Donc, voit bien. la dianoïa est un chemin vers le nous, mais on ne reste pas dans la dianoïa, justement. Il y a plus, on perd le dia, là, on perd le dialectique. Enfin, Voilà, on l'a, exactement. mais on... Il se perd en route, effectivement, il s'annule dans la contemplation du bien. Bon, donc effectivement, on a ici une visée qui est très... La classification des sciences joue un rôle architectural entre le politique et la théorie politique, si l'on peut dire, d'un côté, et de notre côté, évidemment, l'ontologie. Voilà, donc l'ontologie scientifique. Ici, chez Platon, essentiellement, une ontologie qui est tournée vers les mathématiques. Et ensuite, effectivement, bien, quand on aboutit à Kedrov, on a au fond une visée qui est analogue, puisqu'il s'agit toujours, disons, d'articuler une politique à une ontologie. Alors, une politique soviétique, une politique socialiste, à une ontologie qui est une ontologie matérialiste, dans laquelle, effectivement, donc, il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'éléments religieux, métaphysiques, mystiques, etc., et que l'on comprenne le réel par son propre élan, par sa propre impulsion capable de produire des complexités de plus en plus importantes. Et ce n'est pas pour rien qu'en effet, Kedrov s'est intéressé à la classification des sciences, tu l'as très bien souligné, parce qu'il était chimiste. Or, quel est comment dirais-je, le chef-d'œuvre de la chimie? Alors, bon, les deux temps les plus importants, les trois peut-être, il y a Lavoisier, Dalton, qui montre le caractère atomique en fait, des processus chimiques enfin, à leur base, et puis Mendeleïev, qui arrive par ce qu'on appellera plus tard le nombre atomique à classer les éléments chimiques. Bon, eh bien, qu'il donne un tableau périodique des éléments. Ce tableau périodique, il est périodique. Comment ne pas voir l'œuvre de la négation de la négation dès qu'il y a période, puisque on voit réapparaître dans les colonnes du tableau de Mendeleïev, effectivement, des éléments qui se répètent à un niveau de complexité supérieur à chaque fois. Et par ailleurs, effectivement, eh bien, ce tableau périodique des éléments, il est heuristique. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'il fait apparaître des cases dans lesquelles on ne savait pas trop quoi mettre à l'époque, et puis du coup, on a cherché et on a trouvé. Et donc, on a trouvé des éléments qui sont venus compléter, parachever, etc., le tableau de Mendeleïev. C'est un peu ce qui est intéressant aussi avec une classification des sciences, puisque si l'on a une conscience claire disons, de la nécessité d'une unicité de ce tableau doit être unique, mais en même temps, il doit être stratifié, il doit être faillé, il doit être qualitativement divers, eh bien, on va pouvoir tenter de préciser quelles sont les zones d'articulation, ce que j'appelle les points stratégiques du tableau, les points nodaux, là où ça fait nœud, en quelque sorte. Et donc, dans le réel, ça fait nœud, si on peut dire. Les points nodaux, ce sont ceux où le réel se noue, d'une certaine façon, et où, du coup, apparaît de l'irréversible, puisqu'il y a un avant et un après du nœud, si l'on peut dire. Et du coup, on va effectivement particulièrement s'intéresser à la manière dont ça fait nœud, par exemple, entre la strate physico-géologique du réel, du monde réel, et puis sa strate biologique, par exemple. Donc, à partir de là, on va savoir ce sur quoi il faut focaliser l'attention, un peu, je dirais, comme un stratège, qui sait bien que tous les points du front ne se valent pas. Il y a des points du front qui sont stratégiques. Il y a des saillants, en quelque sorte, qu'il s'agit de réduire ou qu'il s'agit au contraire d'élargir, et ainsi de suite. Enfin bref, de toutes les façons possibles et imaginables, on a une vision stratégique des sciences. Alors on va peut-être me dire que cette façon de voir les choses est trop directive à l'égard des sciences, qu'il ne faut pas de classification des sciences. Moi, je réponds toujours la même chose, comme dans le domaine de la politique, par exemple, quand on dit il ne faut pas faire de politique, on en fait. La seule question est de savoir si on en fait consciemment ou pas, si on en fait spontanément ou si on en fait de façon consciente. Et là, on accède à une stratégie consciente. Sinon, une stratégie, on en a toujours une, ne serait-ce que la débandade, quelque part. Et donc, à ce moment-là, la défaite assurée. Bon, et donc, en réalité, la stratégie, elle existe dans le domaine de la science capitaliste, telle qu'elle est organisée par le monde capitaliste, je peux dire. C'est tout simplement celle qui est commandée, par le marché, par ce sujet aveugle, ce sujet qui est un non-sujet, qui est le marché. Les marchés financiers vont diriger les développements les plus importants. Par exemple, les mathématiques vont être absorbées, les meilleurs élèves de maths
ne vont plus aller vers la recherche, mais vers les maths financières, des choses comme ça, ou bien tout simplement la course aux armements, qui va bouffer une partie colossale des crédits destinés à la science. Donc, de toute façon, une stratégie, il y en a une. La seule question, c'est de savoir si c'est celle du tout profit et de l'impérialisme et de la domination hégémonique mondiale de l'impérialisme, ou si c'est celle, du développement le plus libre et le plus, large possible des sciences, donc ça devrait intéresser les scientifiques, et d'autre part, la construction d'une société socialiste à l'avantage de tous les êtres humains. Bon, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition entre le développement désintéressé de la science, par exemple tel que le voulaient les Bourbaki quand ils ont construit sur des bases extrêmement formelles et mathématiques contemporaines de leur époque, et le service de l'humanité. Il n'y a pas de. C'est les Lumières. Les Lumières, à l'époque de Diderot, déjà, c'était ça, à la fois le développement le plus impétueux possible des sciences et des techniques, et aussi le service de l'humanité. Bon, tout le monde est content. Puis ce qu'il disait, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Donc, Ben voilà, oui, c'est ça. Et attendons-nous de faire en sorte aussi de donner à la science tout son tranchant, non pas idéologique, elle n'est pas idéologique, la science, mais elle a des conséquences idéologiques. Et la seule question, c'est de savoir si on veut les voir en face ou pas. Donc, c'est extrêmement intéressant. Si par exemple, le niveau de formation scientifique de la population était bien plus élevé, mathématiques, physique, chimie, biologie, essentiellement, ce serait extraordinaire, non seulement parce que ça nous aiderait colossalement à avancer sur des questions comme, par exemple, le coronavirus. Imaginons que la population comprenne vraiment ce que c'est qu'un virus dans sa masse, qu'elle comprenne réellement ce que c'est que l'immunité, qu'elle comprenne réellement toutes ces choses-là. Ça serait beaucoup plus efficace, évidemment. Et puis, bon, les gens ne verraient pas les mesures qui leur tombent dessus comme des contraintes absurdes, etc. Bon, ils comprendraient un peu ce qui se passe. Et deuxièmement, surtout, bien sûr, il y aurait à ce moment-là un déplacement de ce que j'appellerais l'émerveillement. Bon, aujourd'hui, le merveilleux se déplace facilement vers le supra, comment on appelle ça, le paranormal, vers le surnaturel, vers toutes ces choses-là. Et donc, tous les gourous possibles et imaginables prospèrent, prolifèrent dans tous les sens, en entraînant les gens sur du merveilleux de pacotille. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher le merveilleux ailleurs que là où il est, c'est-à-dire dans la réalité. C'est le réel qui est merveilleux, dans le sens parce qu'en lui, il y a toutes les ressources du monde, forcément. Et il est créatif, le réel. Enfin, même, j'aurais presque des accents bergsoniens ici. Tant pis si je choque quelques personnes, mais bon, il y a une capacité, une évolution créatrice. Bon, pas que ça. Dans le réel, il y a des tendances et des contre-tendances. Et ça me rappelle, c'est l'historien de la littérature, je crois que c'est Todorov dans son essai sur le fantastique, qui est très intéressant parce qu'il dit justement, il parle du merveilleux, il emploie pour les gens du Moyen-Âge le thème de merveilleux, parce que il faut se comprendre que si un homme du Moyen-Âge rencontre un dragon, pour lui c'est normal. Oui, c'est ça. Vu leur mode de pensée. Donc le merveilleux, c'est normal. Alors que le fantastique, c'est très 19e siècle, c'est l'irruption d'un élément anormal auquel on va essayer de donner une explication rationnelle. Donc voilà. Mais effectivement, ce merveilleux ontologique, concret et réel, oui, il existe. Il y a des raisons de s'émerveiller. Voilà. Bien entendu, lisez des revues scientifiques et vous connaîtrez bien des émerveillements. Exactement, oui, tout à fait. Et alors peut-être que on pourrait partir pour cette classification, partir du commencement. J'ai l'impression que le commencement est forcément la chose la plus compliquée parce que déjà le statut des mathématiques, peut-être qu'on en reparlera dans le 3, ça va revenir. Et peut-être aussi, alors, tu me disais, il faudrait lire Oparin un peu pour commencer aussi, par exemple sur l'origine du vivant. Et c'est vrai que là, j'en profite pour faire un peu de pub, ça fait pas de mal, mais il y a le livre de notre ami Guillaume Toussaint sur Oparin qui est sorti il y a 1 ou 2 ans maintenant. Ce serait bien de. D'ailleurs, j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Ça, c'est un petit peu pour commencer. Alors, peut-être on commence sur les mathématiques. Comment on commence à classifier les gens maintenant, aujourd'hui, dans cette classification des dynamiques des sciences? Quels problèmes on rencontre dès le départ, disons? Oui, eh bien, en gros, une classification des sciences doit être à la fois, comment dire, linéaire et circulaire, quelque part. Par exemple, dans la classification de Kedrov, il y a ce qu'il appelle la logique 1 et la logique 2. Grand 1, grand 2, chiffre romain. Et bon, effectivement, le réel fonctionne de façon. Si le réel fonctionne de façon dialectique, c'est qu'il y a une logique dialectique. Et
d'une façon ou d'une autre, il faut donc affronter cette question-là. C'est ce que nous faisons lorsque nous faisons de l'ontologie diamatérialiste et que nous empilons des notions telles que union et lutte des contraires, que saut qualitatif, que dialectique du fini et de l'infini, dialectique du discret et du continu, et j'en passe, du quantitatif et du qualitatif, par exemple. Bon, eh bien, là, il y a l'espace de cette logique. C'est ce qu'il y a de plus universel. Je pourrais montrer effectivement que dès qu'on veut penser le réel indépendamment de toute autre qualité que celle-ci, c'est-à-dire le réel existe et se développe par lui-même. C'est ce qu'on appelle l'acéité. On en avait parlé l'autre fois. Là, on rencontre le logique, l'élément du logique. Ce n'est pas un hasard si Hegel commence son encyclopédie des sciences philosophiques par le logique, en quelque sorte. Il poursuit par la philosophie de la nature, deuxième partie, puis la philosophie de l'esprit, troisième partie, ce qui en réalité correspondrait dans une classification moderne par les sciences sociales et humaines, en quelque sorte. Bon, voilà. Alors, il y a d'abord ce logique. Ce logique, il conclut aussi la classification des sciences, parce que quand on étudie l'être humain, pour finir, on va étudier de façon de plus en plus focale, en quelque sorte, ce qui le caractérise en propre de plus en plus. Et le matérialisme ne nie pas le fait que c'est la pensée. Même si c'est par l'intermédiaire de la production que tout se déploie, que tout se développe, pour finir, eh bien, ce qu'il y a de plus humain en nous, c'est le fait que nous nous sentons exister, que nous avons une pensée, une conscience, etc., etc. Et là, il va falloir étudier quoi? Eh bien, les modes de fonctionnement de notre esprit. On va toucher aux sciences cognitives. On va toucher donc ici, dans une perspective qui reste matérialiste dialectique, au développement des catégories logiques de notre esprit, par exemple. Voir ce qu'a fait à ce sujet Piaget, ou ce qu'a fait à ce sujet Wallon, ou ce qu'a fait Léontiev. Donc, je n'entre pas ici dans le débat. Damasio, tu en parlais la fois dernière. Là, voilà, ou Damasio sur la conscience de soi, par exemple. Donc, effectivement, on va essayer de retrouver tout cela. Donc, dans la logique de l'esprit, on va trouver évidemment une autre logique que celle que nous avions au départ, puisque là, elle est beaucoup plus spécifiée, beaucoup plus concrète au sens de Hegel et de Marx, et donc aussi beaucoup plus complexe. Mais les deux se touchent, évidemment, d'une certaine façon. Lénine lui-même a appelé à concevoir les catégories logiques du marxisme à travers le développement historique de la connaissance du réel et à travers le développement génétique chez les êtres humains. Génétique, pas au sens de code génétique, génétique au sens de devenir. Génésis en grec, ça veut dire le devenir de l'esprit humain. Donc, ça fait boucle, quelque part. La naissance aussi. Voilà, c'est ça. Alors, après, il y a bien entendu, quand on regarde de près les choses, on s'aperçoit que, effectivement, eh bien, l'autodéveloppement de la matière, nature, univers, je dis quelquefois la matunate pour simplifier, faire un peu un sigle à la russe, comme on dit le Tiamat. Bon, dans le développement de la matière univers, il faut effectivement qu'il y ait, par exemple, des sauts qualitatifs, puisque nous voyons bien autour de nous que le réel n'est pas homogène au sens plat du terme, qu'il y a des strates. Bon, voilà, ça c'est le logique. Mais ensuite, eh bien, du même coup, ça veut dire que s'il y a du devenir, ça veut dire qu'il y a du mouvement. S'il y a du mouvement, eh bien, ça veut dire qu'il y a du temps et de l'espace. Car le temps, comme le montrait déjà Aristote, est évidemment inséparable du mouvement. S'il n'y avait plus aucun mouvement, la notion même de temps n'aurait plus aucune signification. Donc, il faut faire apparaître les notions de temps et d'espace. À ce niveau-là vont germer les notions centrales sur lesquelles se construisent les mathématiques. Kant a déjà montré longuement dans la critique de la raison pure le lien qui peut exister entre les mathématiques d'une part et d'autre part le temps et l'espace. Et donc, la géométrie, par exemple, tout le monde peut comprendre ça, a quelque chose à voir de très direct avec l'espace. Elle étudie l'espace en tant que tel. L'espace, en quelque sorte, une fois qu'on a enlevé les corps physiques, au sens physique du terme, on va trouver donc ici ces très grandes abstractions de l'espace et du temps. De la même façon que le nombre a quelque chose à voir avec le temps, avec, par exemple, quand on parle de nombre ordinal, premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc là, on va voir les mathématiques d'une façon très large. C'est pas pour rien aussi qu'ensuite elles peuvent s'appliquer à peu près à tout, à condition de les concevoir elles-mêmes de façon très souple, très riche et très large. Mais bien évidemment,
Je ne suis pas en train de dire que les mathématiques élémentaires s'appliquent à n'importe quoi. Il faut des mathématiques de plus en plus complexes, et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, par exemple, en explorant en mathématiques les processus dynamiques. Voilà, donc la dynamique. La topologie, je crois que tu en parlais. La topologie. La topologie, oui, oui, aussi, sur ce plan-là. Bon. Alors, après, il y a les zones tampons avec la mécanique. La mécanique, là, on passe au domaine physique. Là, il faut mettre des corps dans le réel. Et donc, on va retrouver ici nécessairement à chaque fois des zones grises. De même qu'entre les maths et la logique, il y a la logique mathématique. De même qu'entre la logique et les mathématiques et la physique universelle, la physique de l'universel, donc la cosmophysique, ce que j'appelle la cosmophysique, on va trouver quelque chose, c'est Jean-Pierre Luminé qui le dit, une science tampon qui est la topologie cosmique, par exemple, pour ne parler que de ça, ou les recherches pionnières de quelqu'un comme Alain Kohn en mathématiques, qui cherche à comprendre par la géométrie commutative comment s'engrènent en quelque sorte le temps et l'espace, au niveau des boucles de la théorie de la mécanique, de la gravitation quantique à boucle. Et puis après, bon, on va ici, par exemple, et c'est là qu'on voit que ce qu'a dit Engels n'est pas bouclé une fois pour toutes. C'est pour ça que je parle de classification dynamique des sciences. Je ne dis pas, voilà, allez hop, on fait une classification des sciences et puis ça y est, les copains, tout est indiqué, il n'y a plus qu'à remplir les cases comme dans une grille de mots croisés. Non, parce que la grille de mots croisés elle-même est mouvante et les noirs et les blancs se déplacent là. Par exemple, effectivement, à notre époque, il y a un secteur qui est en plein développement, c'est effectivement l'entrecroisement, l'enchevêtrement de la physique de l'infime et de la cosmogonie. Puisque, si par exemple on essaye de réfléchir à ces phases singulières que sont le Big Bang ou le grand rebond, si grand rebond il y a, on a des moments où l'élémentaire et l'universel tendent à coïncider, objectivement, pas seulement dans l'esprit du physicien, mais dans la réalité. Et donc où la physique de l'élémentaire et la physique de l'univers coïncident, elles aussi. Bon, si vous voulez, ça, ce sont des choses qu'Engels ne pouvait pas véritablement appréhender, même s'il en avait une petite idée, je l'ai dit tout à l'heure, à propos de cette idée un peu étrange de matière première. De matière première, mais pas au sens d'Aristote, où la matière première chez Aristote est une sorte de pâte amorphe qui n'a aucune forme. Là, au contraire, la dynamique n'est jamais perdue. La matière est toujours dynamique, autodynamique, comme dirait Pulitzer. Je vais te demander, tu parles souvent de Humbert Soumian dans ton livre. C'est quelqu'un qui avait eu cette intuition, un philosophe soviétique, d'origine arménienne, et qui avait eu conscience de cette fusion, disons, de cette même manière que ce qu'il appelle la cosmologie, c'est-à-dire une fusion de la cosmogonie et de la physique de l'infime. Est-ce qu'il en avait conscience de manière très claire, ou parce que je ne pourrais pas le dire de façon précise. Je n'ai lu qu'un livre de lui paru en français aux éditions du Progrès il y a bien longtemps. C'était un cosmogoniste, essentiellement un cosmologiste. Je ne pourrais pas le dire, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, totalement. Je n'ai pas totalement l'impression que c'était présent chez lui. Lui, il voulait surtout combattre. Alors, en tant que cosmogoniste, il a fait des travaux scientifiques dans sa propre partie, si l'on peut dire. Sur le plan philosophique, il était surtout, me semble-t-il, si j'en ai encore un souvenir suffisant, disons, il était dans la bataille contre le créationnisme, contre l'idée que le Big Bang pouvait être interprété de façon créationniste. Je crois que c'est surtout ça que je me remémore au sujet de son écrit, mais cela dit, il y a sans doute 1% ou 10% de ce qu'il a produit qui a été traduit en français, et puis la plupart de ses travaux ne sont pas philosophiques, même s'ils ont un impact philosophique, ce sont des travaux techniques, scientifiques. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà un petit peu dans l'air du temps chez les soviétiques, justement, de par cette approche globaliste, en fait, de cette fusion de différentes sciences. Ça devrait. Chez Kedrov, oui. Chez Kedrov, oui. Je ne peux pas le dire sur d'autres, je ne sais pas, je ne lis pas le russe. Donc, parce que, en tout cas, toi, disons, tu commences cette lettre à Cohen Tanuji que tu lui adresses, je crois qu'on est en 89, disons que c'est là. Oui. Moi, je crois que. Soit à cette époque. Oui, Cohen Tanuji aperçoit le premier, peut-être pas le premier, mais en tout cas, philosophiquement, peut-être un peu le premier quand même, cette fusion tendancielle, je l'appelle tendancielle parce que c'est une asymptote,
de la physique des particules et de la cosmogonie, puisque pour comprendre certaines propriétés de la matière, de ce que recherche la physique des particules, il faut se projeter sur des très hautes énergies. Et pour cela, comme on n'est pas capable de les produire sur Terre, il faut se rapprocher des énergies telles qu'elles peuvent exister quand on se rapproche du Big Bang, par exemple. Donc la cosmogonie devient une sorte de champ d'expérimentation par procuration, si l'on peut dire, de la physique des particules. Et en sens inverse aussi, la physique des particules, la cosmogonie ne peut résoudre certains problèmes, disons, de développement de l'univers que si elle a davantage de prise sur la physique des particules et sur leur dynamique, en quelque sorte. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je parle de science au pluriel cosmophysique, cosmo-trait-d'union physique, parce qu'il me semble que de plus en plus, on peut voir ce fusionnement s'opérer de façon très, très intéressante, parce que ça peut donner lieu, c'est très, très simple, il n'y a qu'à prendre un point majeur, que tout le monde peut comprendre avec un peu de culture scientifique de base. Le problème majeur de la physique contemporaine, apparemment, je ne fais que répéter ce que je lis partout, c'est de voir comment les deux théories princeps, c'est-à-dire la relativité générale, notamment issue d'Einstein, qui est essentiellement une théorie de la gravitation, et donc la mécanique quantique, peuvent se réconcilier parce qu'elles n'ont pas les mêmes bases philosophiques, elles se heurtent quelque part. On a donc besoin d'une super théorie, d'une grande unification qui permettrait, à partir de considérations plus larges, de les associer. Et donc ici, bel et bien, il y a un effort d'unification qui est majeur à faire. On voit bien qu'en gros, il s'agit d'une sorte de dérive des continents scientifiques, que si on ne maîtrise pas ça, ces continents se heurtent et que ça forme des apories, des contradictions, des paradoxes insolubles, des choses dont on ne sait plus quoi faire, et ainsi de suite. Alors que, par exemple, on avait relié l'électromagnétisme, en fait, précédemment. Comme à l'époque, effectivement, de Maxwell, on a relié le magnétisme et l'électricité qui formaient des champs séparés à une certaine époque. Donc la théorie de l'aimant et la théorie de l'électricité proprement dite, on ne savait pas encore les unifier. Bon, là, il y a une unification à faire. Et peut-être que ça ouvrira les portes d'une nouvelle physique dans laquelle, effectivement, il y aura une quantification de la relativité, une quantification de la gravitation, je veux dire. Donc, ce qu'on n'est pas aujourd'hui encore capable de faire, c'est ce que tentent de faire des théories comme la gravitation quantique à boucle, par exemple. Bon, je n'en sais rien, moi je ne suis pas spécialiste du tout de ces choses-là, je regarde ça un petit peu de l'extérieur, mais bon, on n'a pas besoin de, comment dire, comprendre le détail de la façon dont deux continents grippent ou ripent l'un sur l'autre pour voir qu'il existe des tremblements de terre, pour voir qu'il existe des éruptions volcaniques. Moi, je suis à la surface, comme un philosophe, là, je ne vois pas nécessairement les aspects les plus profonds, en quelque sorte, mais je constate au moins les effets de surface. Ce n'est pas rien, et je suis matérialiste, donc je pense que les effets de surface disent quelque chose, sont des symptômes de ce qui se passe dans les profondeurs, que l'écume révèle quelque chose sur les turbulences de la mer. Quelque part. Exactement. L'hommage à Hegel aussi sur sa dialectique de l'expression et du contenu. Oui. Voilà, c'est ça. L'apparence révèle l'essence. La somme des apparences, c'est l'essence. La somme, Et l'essence, carrément, en quelque sorte. La somme au sens algébrique du mot. Et donc, juste pour qu'on comprenne bien, tu dis aussi que dans les conséquences philosophiques, le concept avec cette fusion tendancielle dont tu parlais précédemment, c'est même carrément le concept scientifique de matière, les concepts philosophiques de matière qui tendent à fusionner. Est-ce que tu pourrais expliquer par quel lien logique tu arrives à ça? Alors oui, voilà, c'est ce qui manque à mon avis. C'est pour ça que j'avais écrit à Cohen Tanuji, qui hélas ne m'a jamais répondu, en 89. Mais ça, c'est tragique, ça serait bien que... Ah oui, ben c'est tragique, parce que les philosophes et les scientifiques poursuivent leur chemin séparément, parce qu'aussi il y a des préjugés politiques. Bon, moi je suis toujours le vilain petit canard marxiste-léniniste, donc dans le PCF mutant de l'époque, je n'étais pas bien vu. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Alors quoi qu'il en soit, mais bon, voilà. Peu importe, ça n'enlève rien à la subtilité de Cohen Tanuji au fait que son livre est un livre majeur, même philosophiquement, ne serait-ce que par son titre, La matière espace-temps. On dit l'espace-temps, déjà, progrès dialectique remarquable du Einstein, puis la matière espace-temps, c'est effectivement ce que montre
Cohen-Tanouji dans ce texte. Justement, ce que je montre, ou ce que j'essaie de montrer, c'est que quand deux sciences majeures, et deux sciences aussi universelles, puisque toutes les deux parlent du tout, la mécanique quantique ne parle pas que de l'infime. D'un certain côté, c'est une science universelle, puisque tout est composé de particules, quelque part. Donc, elle touche bien au tout. Mais elle touche au tout par l'élémentaire. Aussi curieux que ce soit, la cosmogonie touche au tout par le tout lui-même, quelque part. C'est une science du tout en tant que tout. Voilà la différence. Bon, lorsque ces deux sciences, non seulement s'arriment, mais s'interpénètrent de plus en plus, comme dans un estuaire, comme lorsque l'eau douce et l'eau de mer se rencontrent quelque part. C'est l'endroit le plus fécond. Tous les pêcheurs à la ligne dont je suis le savent. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça ne peut pas ne pas avoir des effets majeurs sur la classification des sciences. Ça ne peut pas donc ne pas avoir d'effet majeur sur la dialectique de la nature et donc sur la philosophie. Et donc, c'est cet impact sur la philosophie que je mettais en avant, parce que Cohen-Tanouji, qui était sans doute un ami de Lucien Sèvres, je pense, avait tendance à aller dans le même sens que lui, c'est-à-dire à dire que la philosophie marxiste n'était pas ontologique. Elle était principalement gnoséologique, qu'elle ne s'intéressait autant à l'espace et aux catégories que du point de vue de la connaissance. Oui, il s'en sortait en disant il y a une portée ontologique de la connaissance. Voilà, alors il y a une portée ontologique de la connaissance. Oui, moi je dirais même quand même que Ça si la porte loin quand connaissance même. n'est pas une portée ontologique, mais c'est d'abord la portée ontologique, puisque nous cherchons à connaître le réel. Sinon, la science ne vaut pas une heure de peine. C'est bien le réel qu'elle connaît. Ou alors, c'est qu'elle est patiente, c'est qu'elle ne répond pas au nom qu'elle porte, puisque le mot scientia, qui vient du latin, signifie savoir. Bon, alors, je veux bien qu'on sache qu'on ne sait pas, mais ça a ses limites. C'est qu'on ne sait pas pour pouvoir mieux connaître ce qu'on n'a pas encore compris du premier coup. Sinon, là encore, ça balbutie, ça ne sert à rien. Alors, bref. Et ça amène après le Sèvres à dire qu'il n'y a pas de philosophie marxiste. Donc, bon, alors, oui. après avoir écrit une introduction à la philosophie marxiste en 700 pages. Voilà, et qu'il n'y a pas non plus de marxisme, d'ailleurs, pour finir. Oui, voilà, c'est ça. Issu de Marx, donc pour finir, eh bien, c'est le couteau sans manche dont on a jeté la lame. C'est ce que le Sourdo appelait l'autophobie des communistes. D'ailleurs, on aurait pu dire Oui, c'est voilà, pas haine de soi, mais oui. Comment dirais-je, de défeuillage qui fait tomber l'une après l'autre toutes les composantes du marxisme et qui fait que, bon, pour finir, eh bien, voilà, le fin mot du marxisme, c'est la phrase de Marx qui dit « Je ne suis pas marxiste ». Bon, voilà, on est marxiste en tant qu'on dit qu'on n'est pas marxiste. Très bien, allez hop, on peut fermer le banc. On peut tirer l'échelle. Oui, voilà. Donc, je reviens à Cohen-Tanouji. Du coup, je pense que chez lui, il y a un impensé. Cet impensé, c'est que on ne doit pas séparer le concept de matière de la catégorie de matière. Si on est dans une conception purement gnoséologique, ou principalement même gnoséologique, c'est-à-dire on met en avant d'abord la théorie de la connaissance et on tente à marginaliser ou à secondariser l'ontologie, en quelque sorte. Du même coup, il y a d'un côté les catégories, comme chez Kant, et d'un autre les concepts. C'est ce que fait Kant. Les catégories, c'est ce qui renvoie au fond à la raison pure. Et bon, elles n'ont pas d'incarnation, pour finir, dans le réel. Elles tirent la connaissance, mais elles n'ont pas de répondant dans le réel lui-même, en quelque sorte. Et puis, d'un autre côté, les uns sont vides, les autres sont aveugles. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. Et on a le concept de l'autre. Donc, les connaissances scientifiques. Les concepts, c'est les connaissances scientifiques. Mais si, effectivement, donc, la cosmogonie, c'est-à-dire la science du tout, en tant que tout, et la physique de l'infime, c'est-à-dire la science de l'élément, quelle que soit la façon dont on conçoive cet élément. Eh bien, si elles tentent au fond à converger, à coïncider, asymptotiquement, si l'on peut dire, il s'ensuit du même coup que le tout tente à devenir un objet empirique, un objet expérimental, un objet scientifique. Et que donc la catégorie de matière, la plus universelle qui soit, et le concept de matière, le plus universel qui soit, tentent à coïncider. Et là, je prenais, je le pense quand même toujours, Sèvres, cet excellent Lucien Sèvres, un peu son propre piège, puisque c'est lui qui a eu le grand mérite historique de montrer que chez Marx, il y a, on l'avait déjà dit, une sorte de fusionnement de l'abstrait et du concret. C'est-à-dire que, par exemple, Marx nous montre que dans le domaine de l'économie, l'argent, c'est la marchandise universelle. Et donc que l'universel
on en avait parlé à propos du nominalisme et du réalisme, que l'universel tente à cristalliser sous la forme d'un objet empirique distinct. Alors ça, c'est dans le domaine économique, l'argent, autrement dit, l'universalisation de la marchandise fait objet séparé, puisque l'argent est à la fois ce qui permet d'échanger les marchandises et il est lui-même une marchandise, vu qu'on peut acheter des dollars ou des euros, par exemple. Bon, eh bien, moi je dirais que la matière, c'est un peu l'argent de la physique, quelque part. Pendant longtemps, on a pensé que la matière, c'était simplement donc une espèce d'universal au sens purement abstrait du terme, c'est-à-dire vous prenez tous les corps, on rejette tout ce qu'ils ont de singulier, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont carrés, il y en a qui sont cylindriques ou je ne sais trop quoi. Bon, on le garde, bon voilà, et là, on a le concept de matière en tant qu'universal abstrait, mais du coup, cette matière-là n'existe nulle part. Ce n'est qu'un universal. Et donc, voilà le paradoxe. Les idéalistes ricanent en disant ah, ah, votre matière, bah, elle n'existe pas. Elle n'existe pas matériellement. Bon, alors que là, effectivement, si nous nous rapprochons de l'idée qu'il peut y avoir des phases de l'histoire de l'univers dans lesquelles, effectivement, l'élément et le tout tentent à coïncider, la matière peut elle-même faire objet. Faire objet empirique, alors au sens pas actuel, c'est évident qu'actuellement, on n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus, bien sûr, mais asymptotiquement, tendanciellement, on peut se dire qu'un tel objet peut exister, qu'il est, comment dirais-je, accessible au moins à la pensée d'une expérience possible. D'une expérience possible. Ça suffit pour qu'une théorie ne soit plus métaphysique, mais qu'elle devienne une théorie au moins virtuellement ou potentiellement empirique, comme dirait Popper, réfutable empiriquement et ainsi de suite, accessible à l'expérimentation. Dans ce cas, on a un séisme, et un séisme gnoséologique, justement, gnoséologique majeur, c'est-à-dire concernant l'histoire des sciences, concernant le rapport entre sciences et philosophie. Et ce séisme, il porte bel et bien sur la matérialisation de la catégorie de matière et sur, inversement, le fait que l'objet matière devient lui-même pensable à la fois philosophiquement et scientifiquement. Et on a donc la possibilité d'une convergence, d'une confluence entre le philosophique, le champ philosophique et le champ scientifique. Autrement dit, l'arrimage de la physique des particules et de la cosmogonie ou de la cosmologie provoque aussi un autre arrimage que ne voyait pas, à mon avis, Cohen-Tanouji, parce qu'il était prisonnier de la conception sévienne d'une catégorie qui est séparable. Chez Althusser, c'est pareil, des concepts. Or, les catégories sont aussi fluides que n'importe quoi. Pourquoi les catégories auraient-elles une sorte de privilège, là, comme ça, comme dans un... Là, on est dans le platonisme, si on croit ça. Et on sépare l'intelligible du sensible. Non, moi, je pense que le sensible et l'intelligible, eh ben, ils copinent, quoi. Ils sont parents. Et donc, une convergence est tout à fait possible. Donc, à partir de là, effectivement, c'est pour ça que je parlais aussi, on avait dit deux mots auparavant, du bon et du mauvais scientisme. Un peu de scientisme éloigne de la philosophie, beaucoup de scientisme rapproche de la philosophie, beaucoup de scientisme bien compris. Si l'on comprend que la science elle-même accède à des objets universels, et non pas que de façon aveugle, comme chez Kant ou encore chez Auguste Comte, la science bidouille dans un coin sur des petits trucs, passez-moi l'expression, je fais exprès d'être un peu méprisant, mais le mépris, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est les positivistes qui l'ont envers les scientifiques, alors qu'ils les flattent. Toute flatterie cache un mépris, de toute façon, dialectiquement. Eh bien, là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi place pour un scientisme plus intelligent, plus intéressant, dans lequel, effectivement, le philosophique s'emplit d'un contenu, disons, empirique, par l'intermédiaire de la classification des sciences, par l'intermédiaire de cette dialectique du tout et de l'élément, par exemple, et qu'inversement, le scientifique s'emplit d'un contenu de plus en plus universel, de plus en plus philosophique. Ce n'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui, c'est une tendance qu'on ne peut pas ne pas voir, à moins d'être aveugle culturellement, que de plus en plus de grands scientifiques font, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, peu importe, de la philosophie. Vous lisez des textes de Luminé, vous lisez des textes d'Aurélien Barraud, vous lisez des textes de Michel Cassé sur le vide, et ainsi de suite. Et pas la philosophie, le philosophique affleure dans leurs textes.
à tout instant. Le dialectique, non pas la dialectique. Le dialectique affleure à tout instant. Il s'agit simplement de nommer les choses, vois war soll ich werden, et de jouer dans le rôle, dans le domaine de l'épistémologie, eh bien, tout simplement, le rôle un peu, c'est pas pour rien que d'ailleurs, attends, je veux dire trop de choses à la fois, le rôle que le psychanalyste joue avec la personne qui est sur son divan, c'est-à-dire vois war soll ich werden, là où il y avait du ça, le ça de la du dialectique, le dialectique n'était qu'un ça, que ce ça se met à dire je, à s'assumer lui-même. Voilà. C'est pas pour rien, donc je finis juste sur ce point pour dire que souvent, effectivement, dans le mauvais scientisme, le positivisme, le mécanicisme et compagnie, il y a une haine de la psychanalyse. Et je ne crois pas qu'elle s'explique par simplement des grossiers préjugés, simplement parce que des personnes qui sont contre la psychanalyse n'ont pas réglé des problèmes personnels, des problèmes sexuels. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Peut-être que ça existe pour tel ou tel individu, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Et surtout parce que ils ne veulent pas voir le côté psychanalytique du rapport entre le philosophique et le scientifique. De même que dans la psychanalyse, eh bien, le psychanalyste n'est pas quelqu'un qui arrive en disant « vous avez ceci et cela », mais que c'est au fond le patient lui-même qui, à un moment donné, alors qu'il disait ça m'a échappé au départ, finit par dire ben oui, je sais pas, moi, je suis homosexuel, ou je suis, etc. Et j'assume quelque part, un truc comme ça. Et donc, à partir de là, c'est un rapport interne, intime, quelque part. Donc, il ne faut pas résister à cette emprise du philosophique dans le scientifique, parce que si un jour, non plus Georges Gastaud, qui est prof de philo, mais tel grand scientifique, physicien, cosmogoniste, biologiste et ainsi de suite, se met effectivement à dire lui-même le philosophique, le dialectique, le logique qui est dans sa propre démarche, ça aura un impact 50 000 fois supérieur à ce que je peux raconter. Ça nécessite bien sûr un dialogue. Oui, c'est vrai que ce qui est important, c'est peut-être ce que tu expliquais sur certains blocages chez Althusser et Sèvres, c'est peut-être lié à une lecture premier degré de Lénine, parce que c'était très important déjà de faire cette séparation entre concepts philosophiques et concepts scientifiques. Et ça, on le doit à Lénine, hein, de cette séparation stricte pour permettre de penser les choses, mais comme tu dis, ça n'empêche pas que ça tend à fusionner. Donc, à la fois, c'est bien de les séparer, mais aussi en droit. Mais justement, bien sûr, bien sûr. Ça fusionne. Il faut comprendre les deux, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre les deux, et il faut tout simplement comprendre que ce fusionnement, eh bien, il est tout bonnement déjà à l'œuvre dans les sciences. Il y a toujours du déjà à l'œuvre. Hein. Donc, le philosophe n'a pas à inventer des solutions miracles, il a constaté qu'elles se mettent en place, simplement à relier les pointillés, quelque part, et à regarder où va l'asymptote. Et donc, par exemple, le philosophe soviétique d'origine géorgienne, écrivant en géorgien, Tsereteli, dont on a déjà parlé, montrait que... je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé déjà. On n'a pas encore parlé. Ah bon, voilà. Enfin, alors, je n'entrerai pas dans le détail parce que ce serait dommage. Là, il faudrait un développement un peu long. Mais bon, montrer que tout simplement, aucune discipline humaine ne fonctionne sans principe. Et que donc le philosophique est dans n'importe quelle discipline humaine. Quelque part, il y a des principes, c'est-à-dire des points sur lesquels on atteint des vérités nécessaires. Des vérités telles que si on les niait, eh bien, tout le reste de l'édifice s'écroulerait. Eh bien, prenons par exemple le domaine de la physique, de la chimie, des sciences physico-chimiques, ici au sens large du terme. Dans mon livre, je me suis rendu compte que ce que je cite le plus souvent, c'est la phrase de Lavoisier, attribuée à Lavoisier. Je ne crois pas qu'il l'ait écrite telle qu'elle, mais le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, ce n'est pas une loi, ça. Ce n'est pas une loi physique. Il n'y a pas un moment où on fait une expérience directe sur ce sujet. Mais c'est ce sans quoi aucune expérience chimique n'est finalement possible. Puisque c'est en ayant conscience que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que l'on peut dire que pour finir, la somme des réactifs est égale à la somme des produits en chimie, et que donc on peut écrire des équations chimiques telles que ceux qu'on a mis du côté gauche de l'équation réapparaissent sous une autre forme, à travers des combinaisons, des recombinaisons, des décompositions et des recompositions, mais non pas à travers des créations ou des destructions, pas de créationnisme,
pas de destructionnisme, pas d'exterminisme, j'allais dire, hein, quelque part. Et donc, voilà, sans cela, il n'y a pas de chimie. Et donc, il y a bel et bien dans les sciences des principes. Et bien, c'est là que les sciences et la philosophie se touchent concrètement. Et qu'on va retrouver à tout instant, effectivement, des possibilités de passage de l'un à l'autre. Quand Leibniz dit « la nature ne fait pas de saut », c'est un principe. Alors, c'est un principe qui est peut-être pas tout à fait justifié, puisque il y a des sauts qualitatifs. Mais même les sauts qualitatifs, à partir du moment où on a dit « la nature ne fait pas de saut », autrement dit en clair, la nature est une seule et même substance, ça revient à dire ça, c'est l'unité de la substance. Du même coup, il va falloir trouver des moyens pour comprendre comment l'on passe d'un moment qualitatif de l'univers à un autre moment qualitatif de l'univers. Et ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, Leibniz, le même homme qui dit la nature ne fait pas de saut, va travailler sur la question des limites, va travailler sur le calcul infinitésimal, va travailler sur le passage des petites perceptions aux aperceptions. Et donc, au moment où on a des perceptions, on les avait déjà, mais on ne savait pas qu'on les avait. Par exemple, là, il y a un chien qui aboie depuis un moment en face de chez moi. Mais comme je pense aux petites perceptions, d'un seul coup, je me dis, tiens, ce chien aboie. Alors que jusqu'alors, je l'entendais, mais je ne l'écoutais pas. Je le percevais, mais je ne l'apercevais pas. Et ainsi de suite. Bref, ce sont des principes sans lesquels, par exemple, on ne pourrait pas faire de psychologie de la perception. Et on ne pourrait pas établir des seuils dans la perception, etc., comme le font les scientifiques qui s'intéressent à la psychologie de la perception depuis Fechner, je ne sais trop quel scientifique spécialiste de ça. Et tu peux revenir un peu sur Tsereteli, parce que je crois que tu es passé quand même un petit peu vite, disons, parce que je sais que ça t'avait vraiment enthousiasmé, cette lecture d'un philosophe soviétique vraiment très peu connu, très peu diffusé en Occident. De qui tu parles, pardon? Tsereteli. Ah, de Tsereteli, oui, de Tsereteli. Oui, moi, il m'a intéressé Tsereteli parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Logique dialectique, dialectique ouri logique en géorgien. D'abord, ça m'avait piqué parce que c'était, je voyais que, contrairement à ce qui nous était dit partout, sur la russification intense là, des républiques soviétiques, voilà, il avait d'abord publié en géorgien, puis en russe. Et donc, Tsereteli montrait qu'effectivement, par exemple, si l'on prend l'éthique, ou si l'on prend l'esthétique, ou si l'on prend quelques disciplines de la philosophie que ce soit, eh bien, elles sont nécessairement liées à des principes, c'est-à-dire à des vérités nécessaires. Or, quand on regarde bien ce que c'est qu'une vérité nécessaire, c'est une négation de la négation. Et nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être. Bon, là, on a la double négation, très clairement. Bon, par exemple, prenons l'éthique. Eh bien, dans le domaine de l'éthique, le B à bas, c'est de dire qu'il y a une éthique. C'est-à-dire qu'il faut rejeter d'abord ce qu'on appelle l'amoralisme. On dirait la morale, pas besoin de morale, etc., etc. Parce que, bien entendu, quand on regarde les choses d'un tout petit peu plus, on s'aperçoit que celui qui dit qu'il ne faut pas de morale a la morale de ne pas avoir de morale, d'une certaine façon. Que l'amoralisme est aussi un mode de conduite. Et que donc c'est un système. C'est le problème du neveu de Rameau. Hein, Voilà, exactement, mais tout à fait, tout à fait. Et donc, il se fait piéger, Diderot, le philosophe piège le neveu de Rameau à plusieurs reprises, en faisant remarquer qu'en réalité, il a un système. Et que, comme ceux qui ne font pas de politique, oui, il y a une politique, parce qu'on ne peut pas ne pas faire de politique, de même que, par exemple, les sceptiques ou les relativistes qui disent il n'y a pas de vérité. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Paf, hop. C'est comme quand on joue au ni oui ni non, on perd à tous les coups d'eau. Ce philosophe-là avait montré dans toute une série de domaines que pour construire rationnellement le savoir, il fallait à chaque niveau remonter au principe. Et que nécessairement, ensuite, comme il y a beaucoup de principes, il faut bien qu'il y ait des principes, sinon ces savoirs ne marcheraient pas entre eux. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne pourrait pas les faire fonctionner dans une même tête et que donc ils ne seraient pas des principes. Car comment pourrais-je avoir des principes qui se contredisent entre eux? On retomberait sur l'incohérence. Donc voilà. Enfin, en gros, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était la capacité que, à travers la notion de principe, on arrivait à reconstruire la cohérence possible d'un savoir.
Mais naturellement, bon, que je sache, Tsereteli ne s'intéressait pas spécialement à la classification des sciences. D'ailleurs, à vrai dire, ce que j'en sais, si vous voulez, il ne faut pas que je donne l'impression que j'ai un savoir que je n'ai pas. Tout ça, je le sais uniquement par l'intermédiaire du grand livre de Bernard Jeux, que je conseille toujours, si on arrive à le retrouver quelque part, qui s'appelait La philosophie soviétique et l'Occident. Un livre des années 60. Hein, oui. Voilà, parce que bon, Bernard Jeux, lui, connaissait le russe et avait suivi tout ça de façon assez détaillée. Évidemment, tous les soviétiques n'ont pas traduit en français tous les livres qui auraient mérité de l'être. Il fallait aussi des moyens pour cela. Même si Kedrov a été traduit, hein, dans ce dont tu parlais. Kedrov a été traduit. Kedrov a été traduit, oui. Bon, c'est quelqu'un qu'on peut lire sans problème. Il y a aussi un bouquin de lui qui n'est pas inintéressant, qui s'appelle, si je me souviens bien, Dialectique, logique, gnoséologie, leur unité. Le titre n'est pas... C'est pas un titre à l'occidental. Non, c'est pas un titre romanesque, non. Il n'est pas choc. Oui. Mais les soviétiques s'en fichaient un peu parce qu'ils ne cherchaient pas. Non, il n'y a pas de loi du marché. Donc, non. Voilà. C'est comme au XVIIe siècle, quand on faisait des titres qui faisaient une demi-page. Oui, avec un D plus ablatif, voilà. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, oui, puis surtout la classification des sciences en 2 volumes, quoi, hein, donc, d'ailleurs, Oui. et peut-être, je crois que ça doit être un livre des années 70, mais si tu avais à refaire la classification des sciences aujourd'hui, disons 50 ans après, ou entre 40 et 50 ans après, qu'est-ce que tu changerais, justement? Peut-être cette fusion dont tu parles, là, de la... Il y aurait cet aspect-là, oui. Puis, bon, je pense que... Non, quand même, globalement, je pense que ça marche encore. Globalement, je pense que ça marche encore. Notamment parce que c'est très plastique et qu'il a bien compris que c'était spirale, circulaire, que ce n'était pas une classification. Il n'y a pas la même architecture et surtout la même façon de concevoir l'architecture que chez Descartes. Chez Descartes, il y a une classification des sciences. On a les racines du savoir qui sont la métaphysique, on a le tronc. Il y a un arbre, c'est ça. Voilà, il y a un arbre de la classification des sciences avec des branches qui sont la médecine, la morale et la mécanique. Oui. Voilà, bon. Donc, en gros, c'est linéaire. C'est linéaire, il y a le fondement et puis il y a les ramifications en quelque sorte. Alors que tout ça est interactif. Et que le fait même que la classique des sciences se développe fait que leur globalité est sans cesse à réinterroger. Mais sans que ça remette en question le sens global de tout cela, c'est-à-dire le caractère diamatérialiste du processus, puisque même lorsqu'il y a des développements suffisants, on aboutit en réalité à des négations de négations, c'est-à-dire à des synthèses plus élevées qui n'abolissent pas ce qu'il y avait de plus rationnel dans la synthèse précédente. Voilà, donc, bon, il y aurait effectivement, bien sûr, ce fusionnement du cosmologique et de la physique de l'infime, qui serait intéressant. Il y a aussi chez Kedrov quelque chose d'assez subtil qui montre bien que la chimie apparaît à 2 endroits différents du spectre de la classification des sciences. Ça, j'ai essayé de le développer dans mon chapitre sur le matérialisme dialectique dans le domaine de la chimie. Ça, c'est le tome 3, on en parlera au tome 3. Dans le tome 3, mais bon, évidemment, c'est complexe. Il y a aussi un point sur lequel il faudrait revenir, hein, c'est compliqué comme tout, c'est la question du rapport entre ce que j'appellerais les sciences, proprement dites, qui portent sur le domaine factuel, et les savoirs, les différents savoirs qui porteraient plutôt sur, entre guillemets, les valeurs. Parce que, bon, dans notre classification issue de Kant, en gros, bon, voilà, d'un côté, il y a les sciences, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est valeur, et là, ça sort carrément de la classification. À tel point qu'il y a 3 critiques déjà. Donc, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Or, pour un marxiste, les choses ne peuvent pas être aussi simples. Il ne peut pas y avoir le factuel d'un côté et, comment dire, le politico, éthico, esthético, juridique de l'autre, si l'on peut dire, pour la simple raison que les valeurs ne tombent pas du ciel et que les valeurs, et donc la pratique, la philosophie de la pratique, d'une façon globale, sont elles-mêmes un moment du développement de l'être, d'une certaine façon.
et que Marx le dit très bien, c'est tout simplement la théorie du communisme. Nous n'appelons pas communisme un idéal sur lequel la réalité devrait se régler, mais le processus par lequel le réel, enfin bon, lequel est la formule. Et la modification de l'état de choses présent, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Ça. Ou le mouvement qui abolit l'état de Le choses mouvement présent. qui abolit Les traductions possibles. l'état de choses présent, effectivement. Et donc, en réalité, il faut étudier les contradictions du capitalisme pour savoir ce que c'est que le communisme. Donc, les valeurs sont elles-mêmes une projection du réel lui permettant de se dépasser, voire de se déplacer, et de faire apparaître un élément qui lie l'un des deux aspects du tableau, celui des sciences factuelles, entre guillemets, et l'autre, celui des savoirs, entre guillemets, axiologiques. Axiologique, ça renvoie aux valeurs, qui est tout simplement la théorie de la liberté. Au fond, c'est dans mon chapitre sur la liberté que j'essaie de faire le lien entre ces deux points. Pour des idéalistes, la liberté fait que l'être humain échappe totalement à l'emprise de la nature. Il y a le règne de la nature et le règne de la liberté, comme dans les théologies, il y avait le règne de la nature et celui de la grâce. Bon, mais non, le règne de la liberté est lui-même un moment du développement de la nature. Sinon, il n'y aurait jamais de liberté possible en réalité. La nature l'interdirait. Or, regardez comme la vie est bien faite, la nature permet la possibilité de la liberté. Je ne dis pas qu'elle produit la liberté, mais elle en donne la possibilité, quoi. Et pardon, j'ai une question vraiment très naïve, mais qui me vient, parce que tu parles justement de nécessité presque de l'axiologie qui est disons, comme tu dis, embouté, chassé, ou tu parlais de Gliederung aussi, de Marx, hein, dans le développement même du réel. Alors justement, le méchant de Platon, est-ce qu'il fait le mal volontairement? Comment ça se fait alors? Est-ce qu'on revient à ça? Alors oui, peut-être qu'on le reverra plus à fond dans le chapitre sur la liberté. Est-ce qu'il y a un mal radical? Ça revient à dire ça. Est-ce qu'il existe un mal radical, comme le pensait Kant? Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le marxisme n'aboutit pas à l'élimination du mal. Et donc, bon, c'est pas un rousseauisme, comment dirais-je, matérialisé, quoi. Donc, il n'y a pas d'un côté les pessimistes qui disent qu'il y a un mal radical, et de l'autre côté les optimistes, invétérés, qui disent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, ou que l'homme est bon par nature, etc. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. La possibilité, voilà, en gros, pour le dire d'un mot, on y reviendra peut-être plus à fond pour l'homme, pour le dire d'un point de vue logico-catégoriel, si l'on peut dire, puisqu'on est plutôt là-dessus aujourd'hui. Disons qu'en gros, il faut comprendre que la nécessité, telle que l'envisage le matérialisme dialectique, est une nécessité dialectique, c'est-à-dire disjonctive, et qu'elle n'aboutit pas qu'à de la nécessité plate, au mécanisme, tel que le mécanisme de la mécanique classique, en quelque sorte. Elle n'aboutit pas qu'à ça. Déjà dans la mécanique quantique, c'est pas si simple que ça, et on voit bien que ça, il y a tous les problèmes du discontinu, du quantique et de l'indéterminisme, ce qu'on appelle l'indéterminisme à tort ou à raison. Mais de façon plus globale, en quelque sorte, par exemple, prenons le communisme. Est-ce qu'il est nécessaire? En quel sens est-il nécessaire? Il est nécessaire par rapport au capitalisme, dans la mesure où, effectivement, la lutte de classe que produit le capitalisme ne peut s'achever, ne peut prendre fin, au sens même de simplement prendre fin, que par la fin des classes. Ça, c'est une certitude. C'est aussi certain qu'une éclipse qui aura lieu à tel moment si une planète est occultée par... Enfin, si le Soleil est occulté par la Lune, peu importe. Bon, eh bien, c'est vrai, mais il y a deux façons pour les classes de disparaître. Bon, l'une, c'est la possibilité du communisme, donc là, c'est la société sans classe, alors là, le combat prend fin faute de combattants. L'autre, c'est que le capitalisme gagne. Alors, le capitalisme gagne, ça veut dire que la contradiction, ça croît encore. Puisque ils ont toujours besoin de gens à exploiter. Oui, et voilà, la contre-révolution gagne. Est-ce que l'exploitation diminue? Est-ce qu'elle augmente? Elle augmente, on le voit bien. Toutes les contre-réformes qui nous tombent dessus, c'est l'effet de la contre-révolution qui a eu lieu dans les années 90 à l'échelle mondiale. Bon. Donc, à partir de là, est reconduite la possibilité du communisme du même coup.
C'est-à-dire que si le communisme gagnait tout totalement, il y aurait bel et bien achèvement de la lutte des classes. Mhm. Mais si le capitalisme gagne, il y a rebond de la lutte des classes. Et même rebond Oui. au carré, aiguisé. Et donc avec le risque de l'annihilation. Puisque si le capitalisme ne cesse de gagner et de regagner, Mhm. ces tendances exterministes, ces tendances fascisantes et ainsi de suite ne Ça cessent passe, ouais. de s'accentuer. Donc là aussi, le combat peut cesser faute de combattants. Et donc, c'est ce que nous promet le capital. Attention, si le capitalisme reste, vous aurez le choix entre un effroi sans fin et une fin pleine d'effroi. Donc, communisme ou exterminisme, le socialisme ou la mort, nous vaincrons, dit Castro, mais nous vaincrons, c'est un choix. Nous vaincrons, c'est un engagement. Le nous vaincrons final, ce que donne la nécessité, c'est la nécessité du choix. Le choix devient de plus en plus inévitable, de plus en plus incontournable entre le communisme et l'exterminisme. Voilà, au fond, pourquoi les choses se résument dans le socialisme ou mourir. Mais, du même coup, ce n'est pas du tout le mécanicisme du 19e siècle, où certains penseurs marxistes de l'époque pouvaient penser que le socialisme arriverait un jour ou l'autre en vertu de la succession naturelle des modes de production, et que donc, au fond, tout viendrait à point qui savait attendre. Et c'est pourquoi souvent les sociodémocrates, les plus marxistes, mais les plus bêtement marxistes en réalité, autrement dit ceux de la Deuxième Internationale, à la Kautsky, ont refusé la Révolution d'octobre qui leur paraissait un moyen de brusquer l'avènement du socialisme, alors qu'il fallait attendre tranquillement que les sociodémocrates obtiennent 50% des voix plus une aux élections, ce qui viendrait fatalement, etc. etc. Sauf qu'entre-temps, il y avait des guerres mondiales et des trucs comme ça qui foutaient tout leur schéma par terre. Bon. Donc en réalité, la nécessité du choix, et il y a bien du choix. Et s'il y a du choix, c'est un choix réel. Et donc une disjonction réelle où le ou bien existe bel et bien dans les textes marxistes, le ou bien apparaît sans arrêt. Donc l'espace d'une contingence, d'une liberté, peut-être même du même coup d'un sujet capable de faire des choix radicaux. Alors s'il y a des choix radicaux, il peut y avoir des choix radicaux pour le bien, mais il peut y avoir des choix pour le bien, c'est-à-dire pour le dépassement de la contradiction, mais aussi pour le mal, c'est-à-dire pour son enquistement, pour son écroulement sur elle-même, pour sa régression, voire pour son implosion. Et donc, le capitale. En gros, la contradiction dialectique produit la possibilité du communisme, mais aussi de Hitler. Et donc, je n'irai pas jusqu'à dire que dans le cas de Hitler, il n'y a pas de mal radical. J'ai traité ce sujet dans Sagesse de la Révolution, par le Autant des Cerises en 2011, je crois, quelque chose comme ça, et où je me posais la question de ce que signifiait la damnation mémorielle, la damnatio memoriae, et donc la question de savoir si tout était pardonnable en histoire. Parce que si effectivement on est rousseauiste et qu'on pense que pour finir, eh bien, rousseauiste au sens bébête du mot, hein, parce que Rousseau n'était pas rousseauiste. Mais on peut se dire qu'au fond, voilà, Hitler fait 500 000 ans de purgatoire et puis après, on efface l'ardoise, quelque part. D'où, on peut penser des choses pareilles. En un sens, c'est mieux que de penser qu'il faut remettre en place la peine de mort et saucissonner les gens, mais guillotiner, je veux dire, les gens. Mais on peut aussi penser qu'il y a de l'impardonnable. On peut aussi penser que la notion de damnation a un sens matérialiste, quelque part. Non, mais ma question, je l'ai mal formulée. Nul ne fait le mal consciemment. Est-ce Ah oui, bah oui. est-ce que ça en revient à ça? Parce que justement, là, de ce point de vue-là, l'humanité est pardonnable. Enfin, le mal est pardonnable. Le mal est pardonnable pour. Pour Platon. Mais... Oui, mais il peut y avoir aussi, si réellement il existe des choix absolus, du ou bien, et qu'il n'est pas déterminé par avance de savoir si c'est le choix A ou le choix B qui va passer, en quelque sorte. Du même coup, là, il y a de l'indétermination, de l'arbitraire, du libre arbitre au sens Anne de Buridan, hein, du mot, en quelque sorte. Enfin, au sens où l'âne de Buridan, lui, il n'est pas capable de choisir, il va nécessairement, pour des raisons déterminantes, du côté du seau d'eau, du côté du seau d'avoine, pour le dire vite.
mais où chez l'homme, ce n'est pas écrit d'avance. Et c'est pour ça qu'il faut de l'engagement, qu'il faut de la praxis, qu'il faut de la politique, qu'il faut de l'organisation, qu'il faut toutes sortes de choses comme ça, que ce n'est pas donné d'avance, et que Gramsci, d'un côté, contre les gens de la Deuxième Internationale, qui croient que le socialisme est écrit dans les astres, hein, en quelque sorte, écrit un article où il dit la révolution contre le capital. Contre le capital. Contre le livre, le capital, presque. Voilà, c'est ça, il faut la faire. Iconoclaste, oui. Voilà, il est iconoclaste. Sauf qu'en réalité, dans le capital. Oui, il n'y a pas ça, oui. Dans le capital, il y a déjà la révolution contre le capital. C'est une négation de la négation, c'est chez Marx, tout ça. Donc, le mal radical est peut-être pensable d'un point de vue marxiste et matérialiste. Mais bon, de façon très encadrée quand même. On n'est pas en train de retourner à la théorie du criminel né ou je ne sais trop quel. Oui. Voilà, je m'excuse de t'avoir amené vers à ouvrir d'autres parenthèses et sortir un petit peu de notre sujet qui était la classification des sciences, mais je crois qu'au moins… Elle n'est pas tant sortie que ça, parce que justement, il y a la question des, je ne dirais pas des sciences, mais des savoirs rationnels relatifs aux valeurs. Et donc, notamment, par exemple, de la philosophie politique, de l'éthique, de l'esthétique, et ainsi de suite. On a bien besoin de les articuler d'une façon ou d'une autre. Sinon, à quoi ça servirait, au fond, d'avoir une classification des sciences si, pour le reste, dès qu'il s'agit de passer à l'action, on était dans le brouillard le plus total ou dans des rationalisations plus ou moins directes de la religion. Passer à l'action ou même au jugement, en fait, hein, tout simplement. Voilà, au jugement moral, au jugement esthétique, au jugement politique, etc. Exactement. Bah, tu fais bien de préciser ça. Bah, écoute, prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On commence à entamer le livre 3, alors peut-être je dis pour les lecteurs ou… Moi, je ne suis pas contre. Oui. Voilà. Le livre 3, c'est sur la dialectique de la nature proprement dite. Ça commence par un chapitre concernant les mathématiques. Voilà, bah, prochaine fois… Ça s'intitule Vive le diamate. Le diamate, oui, avec TH. Parfait. Très bien, bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine séance sur les mathématiques, d'un point de vue philosophique. Alors, Merci à toi, Georges. Bonjour à tout le monde.